ben déjà, ce qu'il faut dire, cher Guélor, c'est que Adolphe Muzito n'est pas ennemi à M. Antoine Félix Tshilombo. Adolphe Muzito n'est pas ennemi à Kabila. Apparemment, les discours changent. Non, je poursuis mon propos. C'est que Adolphe Muzito n'est pas ennemi de M. Kabila. Adolphe Muzito n'est pas ennemi à Jean-Pierre Bemba, Maurice Kabila. C'est sur le plan, c'est tellement technique et sur le plan droit, c'est rationnel et c'est explicable. Dans le genre ne doivent pas s'agiter. C'est rationnel, c'est explicable, mais dans les combats de mortels, chez les Congolais. Avec quel programme? Parce que nous insistons sur ces côtés programmes. Parce qu'il a dit aussi dans cette interview, c'est que à Genève, les leaders se sont retrouvés. Ils étaient super motivés, super excités de désigner un candidat, mais ils n'ont pas eu le travail en amont de consolider le programme en tant que la MOUCA, plateforme électorale. Mais en réalité, sur le plan de droit, c'est ce que l'on peut considérer ou appeler des mutations. Donc nous devons nous muer en plateforme électorale si et seulement si les leaders se mettent autour d'une table et définissent clairement la volonté, cette volonté de devenir une plateforme électorale. Avec quel programme? Parce qu'on mis d'accord, lorsqu'ils arrivent à Genève, ils formalisent en prenant position officiellement que non, voici les candidats que nous allons présenter, que nous présentons comme la MOUCA étant plateforme électorale. Ces mouvements à Goma, cette manifestation, allais-je dire, contre la MONUSCO, eh bien, on nous parle de 15 morts, 12 civils et 3 soldats de la MONUSCO, plus de 60 personnes blessées ou encore plus de 60 blessés. Nous allons vous en dire plus. La MOUCA existait encore ou la MOUCA, il faudrait le parler dans le passé? Vous aurez les détails. Car je vous ai dit et je me répète que nous avons reçu pour vous le secrétaire général de Nouvel Élan après la sortie médiatique de l'initiateur de son parti politique, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Peut-on nous parler encore de la MOUCA? Nous allons également vous parler de l'affaire de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound qui est contraint de se présenter devant le juge demain jeudi. Il est obligé d'y être. Dans les cas contraires, ça va se passer par force, n'est-ce pas? Peut-on nous parler de l'état de droit ou bien un acharnement? Vous aurez les éclairages. Maître Blanchard Mongomba, merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci beaucoup, Guel Ronquet. Je m'excuse d'abord auprès des téléspectateurs puisque j'ai une voix un peu cassée, vu l'atout, le changement du climat. Sinon, ça va, on est là, dispo pour répondre à toutes vos questions. Alors déjà, nous allons prendre la première question. Vous et moi savons que nous comptons encore le mort. À la partie est, à Goma précisément, après cette manifestation anti-MONUSCO, on a compté 15 morts officiellement, en croire le porte-parole du gouvernement, 12 civils, dont 12 Congolais et 3 soldats de la MONUSCO, plusieurs blessés, plus de 60 déjà. Quelle lecture faites-vous? Parce que déjà votre porte-parole, je dis les porte-parole de votre parti politique, a fustigé le comportement de la MONUSCO. Mais sinon, quelle est la position de Nouvel Élan par rapport à ce qui s'est passé hier à Goma? Déjà, nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées parce que lorsque les filles et fils du Congo tombent, il faut chaque fois reconnaître que cela n'est pas, en tout cas, la vocation. C'est pas ce que nous attendons de toutes ces questions, mais nous voulons plutôt qu'il y ait accalmie, qu'il y ait la paix, précisément dans la partie est de notre pays. Mais pour revenir à cette question, moi je pense que il est grand temps que la communauté internationale et même la communauté nationale, quand je parle de la communauté nationale, je vois en premier lieu ceux qui gouvernent, ceux qui gèrent aujourd'hui la chose publique, ils doivent se poser de questions. Lorsque le peuple qui est le souverain agit, se manifeste au jour le jour pour décrier la présence de la MONUSCO, décrier l'inefficacité du travail ou du rôle censé être joué par cette MONUSCO, je pense qu'il y a de quoi se poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons effectivement condamner la brutalité, la violence, parce que nous ne pouvons pas, en tant que responsables, soutenir les actes de violence, qu'il y ait des tueries, que nous puissions chaque fois compter des morts, parce
que nous en avons déjà assez, plus de 12 millions de morts dans cette partie Est. Ce n'est pas chose qui peut nous enchanter en tant que responsables, mais la vraie question ou la problématique reste posée. Pourquoi est-ce que la MONUSCO n'arrive pas à jouer son rôle alors qu'elle a entre autres pour mission de pacifier, d'apporter la paix dans cette partie de la République? Mais si la MONUSCO, deuxième question, n'arrive pas à jouer son rôle tel que prévu par la résolution qui lui donne justement ses compétences, quel est le rôle que joue la République démocratique du Congo, ou mieux, l'État congolais dans son démembrement ou dans son aspect, son côté de la défense? C'est ça, justement, les questions qui devront être posées et qui méritent avoir de réponses idoines, de réponses claires pour mettre un terme à cette situation de manque de confiance entre la MONUSCO et la population. Moi, je pense ici que tant que l'État congolais ne mettra pas les militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo dans les conditions pour arrêter les tueries dans la partie est de notre pays, nous serons tentés chaque fois, même si aujourd'hui la MONUSCO partait, nous serons tentés demain de recourir à d'autres forces, parce que malgré la présence de la MONUSCO, on a vu le régime de M. Tshilombo recourir par exemple aux Kenyans, recourir par exemple aux forces de l'Afrique de l'Est. De reste forces régionales, oui. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a un sérieux problème et cette question, nous devons la résoudre. Quelle est cette question? C'est la question de l'inefficacité de notre armée. Et nous, au Nouvel Élan, nous ne partons pas par 4 chemins, cher Guélor. Nous avions dit qu'il faut disponibiliser les moyens. Aujourd'hui, regardez ce que nous coûte la MONUSCO. Près de 1 milliard de dollars. Mais le 1 milliard de dollars que nous payons, qui nous coûte cette enveloppe pour, en tout cas, bénéficier des services de la MONUSCO, nous, au Nouvel Élan, nous avions dit que si nous mettons cette même enveloppe de 1 milliard de dollars à la disposition de nos FRDC, nous pensons que nous allons conjuguer cette question de l'insécurité dans la partie est de notre pays au passé. Mais malheureusement, nous ne sommes pas écoutés. On considère que puisque nous sommes dans la résistance, tout ce que nous disons doit être bypassé, doit être mis à l'écart. Tant mieux, mais nous pensons que c'est ça la solution, c'est ça ce qui pourrait amener à ce que nous puissions avoir la calmie, l'apaisement dans cette partie. Et aujourd'hui, nous sommes dans la résistance. Demain, dès que nous serons au pouvoir, si ceux qui sont aujourd'hui n'arrivent pas à appliquer cela, nous finirons par l'appliquer pour arriver justement à endiguer cette question de l'insécurité et en tout cas espérer voir la MONUSCO aller jouer son rôle dans d'autres pays, parce que l'insécurité, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, mais malheureusement nous sentons que cette MONUSCO ne joue pas effectivement le rôle censé être le sien. Alors, nous tous prenons pour l'état de droit, c'est vrai. Il y a des préjudices causés, il y a des familles qui en ce moment ont endeuillé. S'il faut porter plainte, est-ce que la MONUSCO sera responsable devant la justice, ou bien il faut que l'État congolais puisse dédommager les familles éprouvées? Parce que la question serait également de savoir qui a utilisé les balles réelles pour tuer nos compatriotes. 12 personnes, à en croire bien sûr les porte-parole du gouvernement, bien qu'il a dit aussi que, il avait dit plutôt que les enquêtes seront menées pour que le coupable soit puni. Mais au nom de l'état de droit, y a-t-il pas moyen de porter plainte pour que les familles éprouvées, comme j'ai dit un peu, soient quand même soulagées? Déjà sur le plan de principe, il faut noter que l'État congolais a entre autres pour rôle de sécuriser les populations et leurs biens. Et il faut noter aussi que le droit de manifester est un droit constitutionnellement reconnu par notre, en tout cas par la loi de la République. Oui. Exactement. Donc ici, partant de ces deux principes, nous disons qu'effectivement, il y a possibilité de porter plainte, parce que lorsque la population descend dans la rue pour manifester, on donne justement l'obligation, la Constitution donne l'obligation à la police de sécuriser les manifestants. Est-ce que ces manifestants avaient informé, oui ou non? Même si, je m'excuse, à l'hypothèse où l'information n'avait pas été donnée, la police a pour mission de sécuriser ces manifestants. Mais lorsque la police est arrivée à bout pour tirer à balles réelles et que de ces balles,
en découle ou ressort le cas de blessés, les cas de tueries. Est-ce que c'est la police qui a tué ou bien c'est la MONUSCO qui a tiré à bout portant? Ben ça, je crois que ça c'est tellement technique, je ne sais pas avoir de précision quant à l'origine de ces tirs, mais du moins ce que nous notons, c'est que de cette échauffourée, de ces échauffourées ou de cette confrontation, il y a eu de cas de mort, de tuerie. C'est-à-dire que la police qui était censée accompagner cette population n'a pas joué son rôle. Parce que si, à l'hypothèse où ce sont les contingents de la MONUSCO qui ont tiré, ça veut dire que la police n'avait pas protéger ces contingents, parce que la police a aussi pour mission de sécuriser non seulement la population, mais aussi de s'assurer que les populations dans leurs manifestations, ils ne vont pas attenter à la vie des autres, notamment les personnels de la MONUSCO. Et si ceux-là ont joué ou ont usé de leur calibre pour tirer à bout portant, je crois qu'ils seront aussi responsables de leurs actes pénalement à titre individuel, mais du moins le civilement responsable, je crois que l'État congolais devra répondre pour insuffisance ou incapacité de pouvoir contenir, de pouvoir protéger les populations et leurs biens. Donc c'est ça sur le plan de principe. Mais moi je dis, je reviens en insistant que l'État doit à tout prix, cher Gaylor, mettre le moyen, mettre les mécanismes pour que les FARDC jouent effectivement son rôle. Parce que ce n'est pas la première fois que nous puissions assister à ce genre de confrontations ou des échauffourées entre les populations de l'Est et la MONUSCO. Cela revient pratiquement chaque fois. C'est vrai aussi que l'État congolais avait émis ou a même signé les documents selon lesquels la MONUSCO devra finir par partir. Mais tant que la MONUSCO est encore là et que la population constate que cette force onusienne n'arrive pas à jouer son rôle tel que prévu, je l'ai dit dans la résolution qui lui donne ses compétences, eh bien, je crois que ces vides constatés devraient en principe être compensés par nos forces armées. Mais lorsque vous arrivez sur terrain, vous posez des questions, parce qu'on a été à Béni, on a été sur terrain pour constater cela à l'époque avec Adolphe Muzito. On constate que les FARDC ne sont pas sur terrain où on a un problème d'effectif. En plus du problème de l'effectif, on a un problème de la capacité, c'est-à-dire les munitions. Nos forces armées ne sont pas bien entretenues, bien équipées, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à jouer leur rôle. Et ce qui fait que la MONUSCO, chaque fois, est tentée de subvenir ou d'apporter leur aide pour soutenir justement cette armée. Mais en plus de ça, il y a aussi le côté un peu, je dirais, témoin. Donc la présence de la MONUSCO nous aide justement à témoigner de actes ou de faits qui se produisent sur terrain. Donc aujourd'hui, moi je pense que nous devons étudier cette question avec beaucoup de tact, avec beaucoup de sagesse, oui, pour ne pas justement exposer notre pays qui aujourd'hui montre à suffisance qu'il est incapable sur le plan militaire à pouvoir mettre un terme par rapport à cette question de l'insécurité. Mais la MONUSCO avait également émis un aveu d'échec ou d'incompétence, c'est un point de vue si vous voulez. Le départ de la MONUSCO est souhaité par les milliers, par les Congolais, mais en son temps, vous qui êtes de l'opposition, vous étiez contre quand Kabila avait dit qu'il faut réduire l'effectif de la MONUSCO, il faut que la MONUSCO puisse plier bagage et partir. Est-ce aujourd'hui vous donnez raison à Kabila ou bien les contextes changent? Non, ben, nous estimons que le contexte n'a pas changé et ici il n'est pas question de donner raison ou de donner tort, mais plutôt question de réfléchir du fait que vous étiez, bien que vous l'êtes toujours, vous étiez opposant, du coup il fallait rejeter cette proposition parce que c'était Kabila. Non, nous disons que effectivement, c'est que nous devons nous assurer et nous devons nous mettre d'accord, c'est que la MONUSCO devra finir par partir, ou la MONUSCO doit partir. Donc la MONUSCO n'a pas pour vocation de rester éternellement, de rester dans notre pays, en tout cas pendant toutes les années que fera la République démocratique du Congo. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est d'évaluer justement l'action de la MONUSCO sur terrain. Est-ce que pendant 18 ans, et un peu plus d'une décennie que la MONUSCO est sur le sol congolais, quels sont les résultats escomptés? Est-ce que nous avions senti l'efficacité du travail de la MONUSCO sur terrain? Ça, c'est la première question à se poser. Deuxième question,
combien nous coûte la présence de la MONUSCO sur le sol congolais? Ouais. Si cette enveloppe peut nous aider à renforcer notre FRDC, si cette enveloppe peut aider à ce que nous puissions trouver des mécanismes idoines, des mécanismes coercitifs de manière, en tout cas, à mettre un terme à cette insécurité dans la partie est de notre pays, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement commencer déjà à penser au départ de la MONUSCO. Et hier, si Kabila pensait qu'il fallait que la MONUSCO parte, peut-être que les éléments en présence ne prouvaient pas que cette MONUSCO était efficace sur terrain. Mais aujourd'hui, on a senti que la MONUSCO, de plus en plus, elle nous coûte sur le plan du budget, mais sur le plan de l'efficacité sur terrain, on sent qu'il y a quelque part une, en tout cas, inefficacité. D'aucuns diraient même qu'il y a une complicité avec les forces négatives. Il y a de quoi justement à évaluer et à lever l'option selon laquelle elle doit partir ou ne pas partir. Mais en conclusion, nous disons qu'elle devra finir par partir, mais il faut que ça s'inscrive dans un processus de manière à ne pas aussi exposer le pays ou même nos populations et encore nos FRDC dans la situation qui nous endeuille, qui nous insécurise dans cette partie est. Plus de 20 ans depuis que la MONUSCO est au sol congolais. Le résultat, vous en savez, vous en connaissez. Donc, est-ce qu'il y a lieu que la MONUSCO puisse partir ou rester? Vous avez également la réponse, mais c'est une goutte d'eau qui a débordé. Quand la MONUSCO loue l'arsenal de M23 ou encore du M23, c'est là où les... On va changer les sujets. Je rappelle que nous sommes ici avec le secrétaire général de Nouvel Élan, Maître Blanchard Mouba, est notre invité. Nous allons parler de la MOUCA. Est-ce que la MOUCA existe encore? S'il faut tenir compte de cette dernière sortie médiatique de l'initiateur de votre parti, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, il y a du CELA qui interprète ses propos comme si Muzito veut mettre fin définitive à la MOUCA comme plateforme politique. Ben, moi je comprends ceux qui interprètent dans tous les sens, je comprends ceux qui ont eu du mal justement à comprendre la sortie médiatique du leader de Nouvel Élan, le camarade Adolphe Muzito. Ce n'est que normal parce que, comme vous le savez, notre pays, dans la classe politique surtout, on n'est pas habitué à analyser les questions de fond en comble, aller dans la profondeur même de questions. On est habitué à être un peu superficiel, à être un peu, excusez-moi, passez-moi les termes, un peu léger. Ce qui fait qu'on a tendance à tout dire. Mais à vrai dire, qu'est-ce que les leaders du Nouvel Élan a voulu dire? Les leaders du Nouvel Élan a voulu simplement dire que la MOUCA, à ce jour, est une plateforme politique de résistance. Et en tant que plateforme politique de résistance, nous devons noter que nous n'allons pas démérer définitivement plateforme de résistance, d'autant plus que à ce jour, nous sommes en train de nous préparer pour les échéances électorales à venir, c'est-à-dire en 2023. Ce qui fait que la MOUCA, qui déjà au départ, c'est-à-dire à sa naissance, était créée comme une plateforme électorale, pour disparaître en 2019 comme plateforme électorale et s'est muée en plateforme politique à vocation résistance. Aujourd'hui, nous devons déjà commencer à réfléchir sur l'éventualité de la disparition de la MOUCA comme plateforme politique de résistance pour voir justement la possibilité soit de devenir la MOUCA plateforme électorale ou peut-être redevenir effectivement plateforme électorale ou peut-être carrément dire que nous changeons des configurations, nous changeons aussi des dénominations. Ça dépendra justement des acteurs en présence. Parce qu'aujourd'hui, la MOUCA en tant que plateforme de résistance est composée notamment d'Adolphe Muzito et Martin Fayulu comme leaders. C'est vrai, tous nous sommes là, il y a d'autres camarades, mais formellement, ça n'a pas encore été, en tout cas, avalisé parce qu'effectivement, la réforme qui a amené à ce que nous puissions modifier la convention de la MOUCA voudrait à ce que nous puissions intégrer les partis politiques qui ont accompagné les leaders lors de la signature de la convention, tout au début. Mais puisque ça n'a pas encore en tout cas, a été formalisé, cela n'est pas encore effectif, nous disons que la MOUCA est composée des CD leaders. Or, si nous voulons
aller à une plateforme électorale, la MOUCA comme plateforme électorale, les leaders devront se retrouver pour discuter, commencer à concevoir l'idée. Quels sont les objectifs? Nous allons aller aux élections avec quel programme? Toutes ces questions-là devront être posées. Donc moi, je pense que c'est sur le plan, c'est tellement technique et sur le plan droit, c'est rationnel et c'est explicable. Donc les gens ne doivent pas s'agiter. C'est rationnel, c'est explicable, mais dans les communs de mortels, chez les Congolais lambda, pensez-vous que le message va passer si facilement? Vu le contexte, vu la configuration, parce que d'aucuns pensent que les liens ne plus, il n'y a pas un lien étroit, comme c'était hier entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu. Est-ce qu'il fallait se prononcer dans ce sens-là, vu que le climat n'est pas au beau fixe? Non, ici, il n'est pas question de climat, être au beau fixe ou non, mais c'est plutôt question de principe. Lorsque Adolphe Muzito parle de la disparition, peut-être que ce qui peut faire peur à ceux qui entendent, c'est le fait qu'il ait parlé de la disparition. Mais en réalité, sur le plan de droit, c'est ce que l'on peut considérer ou appeler des mutations. Donc nous devons nous muer en plateforme électorale si et seulement si les leaders se mettent autour d'une table et définissent clairement la volonté, cette volonté de devenir une plateforme électorale avec quel programme. Parce que nous insistons sur ces côtés programme. Parce qu'il a dit aussi dans cette interview, c'est que à Genève, les leaders se sont retrouvés. Ils étaient super motivés, super excités de désigner un candidat, mais ils n'ont pas eu le travail en amont de consolider le programme en tant que la MOUCA, plateforme électorale. C'est vrai, lorsqu'on les dit, il y a encore d'aucuns qui estiment que, ben voilà, on peut il dire s'est attaqué à tel ou à tel autre. Plutôt, Martin Fayulu était choisi sans programme de la MOUCA. Il n'y avait pas un programme. Hein. Il n'y avait pas un programme de la MOUCA. Il faut faire la différence entre les différents leaders qui composaient la coalition la MOUCA avec leur programme. Encore que il faut prouver que ces leaders-là, chacun d'eux, avait un programme et le programme de la MOUCA en tant que plateforme électorale. Là, c'est encore un autre débat. Mais sinon, cette prise de position d'Adolphe Muzito, cette prise de parole même, si vous voulez, est-ce qu'au préalable, c'était en concertation avec Martin Fayulu? Pas du tout. Moi, je crois que la MOUCA, la convention de la MOUCA le dit clairement, c'est que la MOUCA est composée des partis politiques et chaque parti politique a son autonomie. Chaque leader au sein de la MOUCA a son autonomie. Et lorsque vous prenez la parole et que cette position prise n'enfreint pas ou ne dérange en rien la bonne marche de la MOUCA, mais ça nécessite pas forcément. Est-ce que vous pensez, est-ce que dans le chef de l'ECD, dans le chef de Martin Fayulu, le message est bien passé? Non, mais je crois que le président Martin Fayulu, c'est un rampu, c'est un intellectuel, c'est un grand leader. Il sait comprendre ce que Muzito dit. Parce que quand il dit que nous devons nous muer en plateforme électorale, ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un vocable qui venait à peine de voir le jour. Donc, le président Martin Fayulu a commencé sa carrière politique il y a des années et des années. Donc, il est mieux placé pour comprendre ce que Adolphe Muzito a dit. Regardez, lorsqu'ils sont arrivés à Genève, ils se sont mis d'accord. D'abord, avant d'arriver à Genève, nous avions commencé les discussions ici. Quand je parle nous avions, c'est parce que nous avions accompagné ces leaders-là. Mais les leaders avaient commencé par les discussions. Ils ont discuté, ils ont discutaillé, ils sont allés dans les détails et ils se sont mis d'accord. Lorsqu'ils arrivent à Genève, ils formalisent en prenant position officiellement que non, voici les candidats que nous allons présenter, que nous présentons comme la MOUCA étant plateforme électorale. C'était ça ce qui avait été fait. Lorsque nous revenions aux élections en 2019, les leaders constatent qu'effectivement, nous avions gagné, mais on a détourné la victoire du peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sont retrouvés à Bruxelles pour discuter, pour voir l'éventualité de faire justement de cette, en tout cas de cette plateforme électorale, une plateforme politique. Et c'est ce qui avait été fait en février, en avril 2019 à Bruxelles. Donc, ils ont pris une convention, laquelle convention donnait des objectifs à la MOUCA. Et parmi ces objectifs, c'était la résistance. Résister, pourquoi? Parce que
Ceux qui gouvernent aujourd'hui, nous considérons qu'ils gouvernent par défi. Ils n'ont pas reçu mandat du peuple et que par conséquent, nous qui avions gagné, nous devons résister. Donc, c'est tellement technique. Gouverner par simple. défi, Voilà ça c'est pourquoi ce que nous vous pensons dites, que mais nous avons comme l'impression que la réalité est autre. C'est vrai, en politique, les alliances se font et se défendent, ça vous le savez. D'aucuns pensent qu'il y a un lien étroit à nos jours entre vous, le nouvel élan, et les pouvoirs en place. Il semblerait que votre leader ou encore l'initiateur de votre parti politique, l'ancien Premier ministre Muzito, serait en contact déjà avec Félix Tshisekedi pour le gouvernement prochain. Non, mais déjà, ce qu'il faut dire, cher Guélor, c'est que Adolphe Muzito n'est pas ennemi à M. Antoine Félix Tshilombo. Adolphe Muzito n'est pas ennemi à Kabila. Apparemment, les discours changent. Hein? Non, je poursuis mon propos. D'accord. C'est que Adolphe Muzito n'est pas ennemi de M. Kabila. Adolphe Muzito n'est pas ennemi à Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et je ne sais qui d'autre. Mais le problème en politique, c'est que nous devons commencer par nous mettre d'accord autour de ce que nous voulons faire. Quel est le programme? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous poursuivons? Aujourd'hui, par exemple, au sein de la MOUCA, nous avions levé l'option d'aller ensemble pour résister, faire de la résistance, parce que nous avions estimé que la victoire du peuple avait été volée. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Demain, lorsqu'il s'agira de nous lancer pour aller gagner la bataille électorale, on devrait également se retrouver encore pour définir ce que nous voulions. En 2018, je reviens encore en arrière. Vous allez faire l'alliance avec Tshisekedi, Kabila, ou bien ça ne peut pas se définir, Fayou? ça ne peut pas se définir ou se déterminer en amont. Ça se détermine, ça se définit à la veille parce qu'en ces moments-là, nous serons suffisamment informés des programmes de chaque leader politique, des programmes de chaque parti politique et la capacité justement de ces partis et de ces leaders de porter haut ces programmes-là qui sera consolidé au niveau du peuple de manière à gagner la victoire. Et lorsque vous gagnez la victoire, là maintenant, il viendra l'étape de mettre en place une coalition de gouvernance pour pouvoir appliquer ces programmes pour lesquels le peuple vous a choisi. Mais est-ce vrai il y a un rapprochement entre Muzito et Tshisekedi? À ce jour, on ne peut pas parler des rapprochements puisque je l'ai dit, monsieur Tshilombo est à la gouvernance, quoique nous contestons la légitimité, mais vous ils sont là. Vous louez quand même les prouesses. Non, nous, je pense que ceux qui connaissent Adolphe Muzito, ceux qui connaissent Blanchard Mongomba, ceux qui connaissent le combat que nous avions commencé avec Muzito dans le cadre des universités populaires, dans le cadre des tribunes, on a toujours été rigoureux dans notre manière de voir les choses, mais nous ne nous empêchons pas de reconnaître s'il y a quelque chose qui entre dans le cadre de la bonne marche de l'État. Je vois déjà dans votre question ou dans vos yeux, en tout cas, me poser la question sur le fait que Adolphe Muzito ait reconnu le prouesse sur le plan de la fiscalité. Absolument. Il avait clairement dit que ça, ce n'est pas une question qui concerne le régime de M. Tshilombo ou une question qui concerne simplement son pouvoir, mais c'est plutôt une question d'État. Parce que en réalité, comme il avait dit, c'est le peuple qui paye l'impôt, c'est le peuple qui déclare ses avoirs, c'est le peuple qui déclare justement ce qu'il gagne en termes de bénéfices. Et lorsque le peuple prend le courage d'aller verser en tout cas ses impôts au niveau du fisc, nous devons le reconnaître, nous devons dire que effectivement le peuple a pris ses courages, mais en le reconnaissant, en quelque sorte, c'est aussi une façon pour nous de nous attaquer ou de rester vigilants pardon, à ceux qui gèrent la chose publique. Parce que lorsqu'on vous dit que le budget a augmenté, mais on attend de vous les actions, on attend de vous l'orientation que vous donnez à ces budgets. Voilà pourquoi Adolphe Muzito avait parlé même du budget consolidé. Il fallait avoir la consolidation du budget au niveau du Parlement, de manière à nous dire les surplus que l'État a enregistrés allaient servir dans quel domaine. Nous avions dit par exemple qu'il fallait orienter ces surplus donc vous visitez les budgets via le collectif budgétaire. Le collectif budgétaire pour permettre à ce que ces surplus soient intégrés dans le cadre du budget. Et lorsqu'on l'intègre, qu'on nous montre
que ça ira dans quel domaine et dans quelle proportion. C'est ça justement, c'est que nous faisons. Donc le fait de le dire ou le fait de le reconnaître ne peut pas être synonyme d'un rapprochement entre nous et messieurs Félix Tshilombo. Malheureusement, c'est ce que d'aucuns pensent en tout cas. Nous allons prendre nous sommes de démocrates, nous sommes dans la démocratie. Nous estimons que chaque Congolais a le droit de dire ce qu'il pense, d'autant plus que nous ne nous reconnaissons pas dans ce que les autres disent. Quoi de plus normal de se sentir à l'aise. Donc nous sommes très à l'aise dans notre peau, nous continuons à mener notre combat et ceux qui pensent qu'il y a un rapprochement entre nous et l'IDPS ou messieurs Tshilombo n'ont qu'à démontrer, n'ont qu'à apporter des preuves. Mais nous qui parlons, nous savons que nous sommes dans la résistance, mais le fait d'être dans la résistance ne peut pas justement nous empêcher à analyser froidement toutes les questions sur l'échiquier politique de notre pays. Alors nous allons prendre la dernière question, c'est en rapport avec l'affaire Jean-Marc Kaboun. Concerne simplement son pouvoir, mais c'est plutôt une question d'État, parce que en réalité, comme il avait dit, c'est le peuple qui paye l'impôt, c'est le peuple qui déclare ses avoirs, c'est le peuple qui déclare justement ce qu'il gagne en termes de bénéfices. Et lorsque le peuple prend le courage d'aller verser en tout cas ces impôts au niveau du fisc, nous devons le reconnaître, nous devons dire que effectivement le peuple a pris ses courages, mais en le reconnaissant, en quelque sorte, c'est aussi une façon pour nous de nous attaquer ou de rester vigilants pardon, à ceux qui gèrent la chose publique. Parce que lorsqu'on vous dit que le budget a augmenté, mais on attend de vous les actions, on attend de vous l'orientation que vous donnez à ces budgets. Voilà pourquoi Adolphe Mozito avait parlé même du budget consolidé. Il fallait avoir la consolidation du budget au niveau du Parlement, de manière à nous dire les surplus que l'État a enregistrés allaient servir dans quel domaine. Nous avions dit par exemple qu'il fallait orienter ces surplus, donc revisiter les budgets via le collectif budgétaire, le collectif budgétaire, pour permettre à ce que ces surplus soient intégrés dans le cadre du budget. Et lorsqu'on l'intègre, qu'on nous montre que ça ira dans quel domaine et dans quelle proportion. C'est ça justement, c'est que nous faisons. Donc le fait de le dire ou le fait de le reconnaître ne peut pas être synonyme d'un rapprochement entre nous et messieurs Félix Tshilombo. Malheureusement, c'est ce que d'aucuns pensent en tout cas. Nous allons prendre la dernière. Nous sommes de démocrates, nous sommes dans la démocratie. Nous estimons que chaque Congolais a le droit de dire ce qu'il pense, d'autant plus que nous ne nous reconnaissons pas dans ce que les autres disent. Quoi de plus normal de se sentir à l'aise. Donc nous sommes très à l'aise dans notre peau, nous continuons à mener notre combat et ceux qui pensent qu'il y a un rapprochement entre nous et l'IDPS ou messieurs Tshilombo n'ont qu'à démontrer, n'ont qu'à apporter des preuves. Mais nous qui parlons, nous savons que nous sommes dans la résistance, mais le fait d'être dans la résistance ne peut pas justement nous empêcher à analyser froidement toutes les questions sur l'échiquier politique de notre pays. Alors nous allons prendre la dernière question, c'est en rapport avec l'affaire Jean-Marc Kaboun. Mais bien avant, je voulais revenir un peu pour parler de la situation sécuritaire à l'Est. C'est vrai, on avait évoqué la question de la MONUSCO, mais il y a de ceux-là qui pensent que les chefs d'État seraient dans l'obligation d'échanger avec les politiques congolais. On fait allusion ici plus à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Ça, c'était les propos de Néhémie Moulania, que vous connaissez, qui estime qu'en son temps, Kabila avait mis fin au M23, d'où il y a lieu que l'actuel président puisse échanger avec Kabila pour que les solutions soient trouvées. Mais il y a des milliers qui pensent que les Congolais seraient obligés de se retrouver ensemble autour d'une table, peut-être, pour trouver une solution efficace. Êtes-vous d'avis ou bien vous analysez la question autrement? Non, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas sophistiquer les raisonnements. Il ne faudrait pas aller par ce que d'aucuns pourraient considérer de manœuvres pour se partager le gâteau. Pourtant, en face de nous, il y a des Congolais qui meurent, il y a la situation qui continue à se gâter. Nous, au Nouvel Élan, nous disons que la solution est là et la solution est simple. Avec c'est-à-dire cette proposition d'ériger un mur, notamment, mais surtout équiper suffisamment l'armée. Exactement, nous devons équiper notre armée, nous devons mettre les primes, les salaires au profit de cette armée, parce que nous considérons mais que c'est procédural. Pour constituer une armée forte, il vous faut le temps, il nous faut le temps. Mais pendant ce temps,
Comment on peut s'y prendre alors que nos compatriotes tombent et meurent tous les jours? Non, pendant ces temps, nous disons que nous avons des hommes forts, bien formés. Mais le seul problème, c'est au niveau, c'est par manque de munitions. Nos FRDC réclament chaque fois qu'ils n'ont pas assez de munitions, ils ont besoin de, en tout cas, munitions nouvelle version, de manière à être efficaces sur terrain. Si nous mettons ça à leur disposition et nous mettons, en tout cas, la motivation, les primes d'encouragement, les salaires, je crois que nous allons avoir le résultat. Parce que imaginez-vous un soldat qui se bat au front pour libérer le pays, il apprend qu'ici à Kinshasa, son enfant n'a pas pu faire l'examen d'État parce qu'il n'a pas payé le frais de participation. Pensez-vous qu'un tel soldat peut être efficace, peut être à même de vous donner les résultats que vous attendez de lui? Moi, je dis non. Donc, c'est ça, c'est que nous disons que, au lieu de passer par des discussions, au lieu de passer par des conciliabiles, il serait important, il serait même urgent que nous puissions disponibiliser le moyen, nous puissions mettre nos FRDC dans les conditions de manière à espérer obtenir un résultat et lequel résultat permettra ce qui est accalmie, il y ait pacification de la partie est de notre pays. Alors, l'autre fois, vous, Lamouka, vous avez exigé une réforme. Je voulais poser la question en rapport avec les élections, bien sûr, sans succès malheureusement, mais vu la configuration. Bounagana jusqu'ici entre les mains des M23 ou encore entre les mains de Rwandais, l'insécurité continue à battre son plein dans la partie Est. Est-ce qu'il y a lieu de parler élection ou bien il faut pacifier d'abord le pays, il faut que la paix soit retrouvée dans la partie Est pour parler élection? Moi, je crois que cette question mérite d'être très bien clarifiée, cher Guilor, parce que il n'y a pas de confusion à faire. La question électorale est une exigence constitutionnelle. Ça, on ne peut pas, en tout cas, discuter là-dessus. La question de la sécurisation de nos frontières et de nos populations, elle est également constitutionnelle. Donc, partant du fait que toutes ces questions sont des impératifs constitutionnels voulus par le constituant, voulus par les souverains primaires, il n'y a pas de raccordement à faire. Les élections doivent avoir lieu dans le délai constitutionnel tel que prévu, c'est-à-dire en 2023, le peuple congolais veut aller aux urnes pour se choisir ses dirigeants de manière démocratique. Ça, nous ne pouvons pas en débattre, ça, nous ne pouvons pas discuter. Parce que déjà, si vous lisez la Constitution, le Constituant vous dit que le gouvernement, chaque année, met de côté les moyens dans son budget pour ne pas trouver de prétexte 5 ans après. Parce non, que ici, on ne parle pas moyens. On parle plutôt de la réalité sur le terrain. Une partie est occupée par les Rwandais ou encore par les M23, comme vous voulez. Est-ce qu'on peut aller aux élections comme ça pendant que les autres Congolais ne prendront pas part aux élections dont vous faites allusion? Moi, je veux répondre froidement et je dis ici, je réponds comme élite congolais, je n'engage pas le nouvel élan. D'accord. Vous savez, pour trouver la solution de l'insécurité dans la partie est de notre pays, il nous faut un régime fort, un régime responsable. Et ce régime responsable doit être, en tout cas, à l'abri ou doit être à l'écart de toute influence extérieure. Malheureusement, cher Guélor, si vous remarquez, depuis 1994, là je me réfère au discours de Léon Kengo Adondo, lorsqu'il dit que l'ONU l'a appelé pour lui dire que tu dois obtempérer, tu dois suivre la position de ton chef de manière à ouvrir les frontières pour faire passer le réfugié rwandais. Donc ça veut dire que depuis cette époque-là, la situation de l'insécurité de notre pays dépend de forces extérieures. Ce qui fait que les dirigeants qui viennent à la tête de ces pays ont toujours été influencés ou imposés par les forces extérieures, par notamment une partie de la communauté internationale. Ce qui fait que pour arrêter cette hémorragie, de manière à avoir les dirigeants indépendants de toutes ces influences, des dirigeants indépendants de cette partie de la communauté internationale qui souhaitent voir toujours le parti est de notre pays vivre dans l'insécurité, il nous faut aller aux élections. Si pas aux élections, alors il nous faut en tout cas un soulèvement ou mieux une révolution. Tant qu'il n'y aura pas une révolution, tant qu'il n'y aura pas des bonnes élections pour avoir de bons dirigeants, la situation va démarrer. Voilà pourquoi nous, étant de démocrates, nous estimons qu'il faut effectivement aller aux élections. Parce qu'en allant aux élections, même si par impossible, il arrivait à ce qu'une partie de la République ne vote pas,
ça aura servi au moins à ce que nous puissions avoir des dirigeants légitimes, et ces dirigeants légitimes viendront avec des idées telles que nous devons mettre un terme à l'insécurité de cette partie Est. Nous disons qu'il faut notamment construire un mur de séparation entre la République démocratique du Congo et notamment le Rwanda. Il faut avoir une armée forte, laquelle armée devra être capable à faire la guerre à toute force négative ou à tout État qui s'hasarderait à menacer notre quiétude. Et pour avoir ces genres d'idées, il faut être indépendant, il faut être autonome, il faut avoir les mains libres. Lorsque vous avez des mains liées, vous ne pouvez pas avoir de telles positions, de telles prises de position. Voilà pourquoi nous disons que les élections doivent avoir lieu dans le délai constitutionnel, parce que en ayant des élections, nous donnons la chance, nous donnons la possibilité aux Congolais de se choisir des dirigeants capables à pouvoir faire face justement à toutes ces personnes ou à toutes ces forces qui s'hasardent justement à prendre des initiatives telles qu'il faut insécuriser l'Est de la République démocratique du Congo pour notamment bénéficier de nos minéraux, parce que chaque année, alors, nous perdons 25 tonnes de cuivre, de l'or, je voulais dire. Et ces 25 tonnes de l'or nous fait perdre 1,5 milliard chaque année. Nous perdons nos compatriotes. Vous venez de faire le bilan ici de ces chauffourées entre la population et la MONUSCO. Nous, en tout cas, le sol, nos parents, tous ceux qui sont là, perdent leurs champs, leurs bétail et autres parce que nous sommes convoités par les autres. Mais comment mettre un terme à toutes ces questions? Il nous faut un pouvoir fort. Mais ce pouvoir fort ne peut pas venir lorsque nous dépendons toujours des pays étrangers, lorsque nous dépendons toujours d'une certaine communauté internationale qui, du reste, profite de l'insécurité dans la partie est de notre pays et tire des dividendes. Nous voulons avoir un pouvoir des nationalistes, un pouvoir de gens capables à apporter des solutions en proposant de belles idées, lesquelles idées pourront amener à ce que nous puissions mettre, en tout cas, un terme à cette insécurité dans la partie Est. Dernière question, c'est par ici que va se dire au revoir en tout cas, c'est l'affaire Jean-Marc Kabound. Après sa dernière sortie médiatique, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale est obligé de se présenter devant les juges. L'Assemblée nationale, bien sûr, a exposé Jean-Marc Kabound. Est-ce que, pensez-vous, au-delà d'être juriste, ça c'est vrai, pensez-vous qu'il y a un acharnement ou bien, c'est l'état des droits, il est obligé de se défendre ou encore de présenter ses moyens de défense? D'abord, je commencerai par le principe, c'est que dans un état de droit, si bien que nous sommes encore à la recherche de l'état de droit dans notre pays, le principe c'est que lorsque vous posez des actes, vous devez être capable, responsable de répondre de vos actes devant votre juge naturel. Ça, c'est sur le plan de principe. Si Jean-Marc Kabound est allé au-delà de ce qu'il aurait pu dire de manière libre, de manière démocratique, de manière républicaine, ce n'est que normal qu'il réponde justement de ses actes, de ses dires devant les cours et tribunaux, devant son juge naturel, à condition que cela se passe aussi dans le norme pour qu'il n'y ait pas effectivement possibilité de penser à ce que vous appelez acharnement. Mais au-delà de cette procédure, moi, je m'en vais poser la question, parce qu'on entend parler de Jean-Marc. Il a fait sa sortie médiatique. Il a porté des accusations et autres. Moi, je veux bien, parce que tout ce qu'il a dit, à mon avis, il n'a fait que reprendre ce que nous disions et ce que nous continuons à dire, nous de la résistance, depuis 100 ans. Parce que lorsque nous parlions à l'époque en tout cas de la jouissance, de l'enrichissement illicite, de l'enrichissement vertigineux, mais entre autres, M. Jean-Marc Kabound était parmi ceux-là qui nous attaquaient, qui nous traitaient de haineux, qui nous traitaient de jaloux et autres. Mais aujourd'hui, voir le même Jean-Marc Kabound tenir ces mêmes propos, moi, ça ne me surprend pas. Je me dis, messieurs, a compris effectivement que nous étions dans la raison, nous étions du bon côté. Mais avant de dénoncer les autres, qu'est-ce que lui, en tant que l'un des bénéficiaires de cet enrichissement illicite, tant que l'un des bénéficiaires de ces régimes de jouissance a fait? Il aurait pu commencer par présenter des excuses au peuple congolais, restituer ce qu'il a gagné de manière indue et se débarrasser de tous ces avantages, parce que vous ne pouvez pas dire que
voilà, messieurs en face de moi, Gaylor ici, utilisent des micros qui n'ont pas été achetés avec l'argent du travail de la RTVS1, c'est de l'argent volé, mais vous continuez à vous servir de ces micros. Ça veut dire que vous êtes vous-même en train de bénéficier du fruit de ce que vous accusez, de ce que vous considérez être l'objet du vol. Donc, vous pouvez être traité, considéré comme de receleur si vous ne vous débarrassez pas de ces effets-là. Donc ici, moi, je réfléchis à deux niveaux. C'est que M. Jean-Marc Kabound n'est pas mieux placé, si bien que ce qu'il reproche, ce qu'il a dénoncé est une vérité, que le régime actuel est dans la jouissance, et dans l'enrichissement illicite, et dans l'incompétence notoire, mais M. Jean-Marc Kabound fait partie de toutes ces dénonciations, fait partie de tous ces éléments. Mais maintenant, le fait de le dire, est-ce que ça peut faire de lui un saint? Moi, je dis non. M. Jean-Marc Kabound continue à... il doit payer. Il doit payer, il doit être comptable, il doit être redevable devant le peuple de tout ce qu'il a La DISOC, par l'entremise de Lissanga Bonganga, pense que c'est une distraction pure et simple. Ah ben, moi, je pense que M. Lissanga Bonganga, c'est un aîné. Pour moi, c'est un grand frère. Il a vu juste. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en moins d'une année où le peuple se prépare à sanctionner tout le régime de M. Tshilombo, M. Jean-Marc Kabound va se détacher pour accuser les autres, pour pouvoir chercher à bénéficier de la sympathie de notre peuple. Ça, moi, je dis non. S'il y a une certaine opposition qui estime, ou même au niveau de la résistance, ceux qui estiment qu'ils doivent ouvrir le bras pour accueillir Jean-Marc Kabound comme un saint, libre à eux. Mais d'aucuns parlent déjà, qu'il doit subir le même sort déjà une alliance perspective entre Jean-Marc, en perspective plutôt entre Jean-Marc Kabound, Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Ben, moi je pense que les leaders politiques ont la latitude, ont la liberté, ont le droit de faire ce qu'ils pensent. Mais est-ce que ce qu'eux pensent, c'est ça justement ce que pense notre peuple? C'est ça la grande question. Lorsqu'on est responsable, lorsqu'on on a la charge de conduire les autres, on ne doit pas faire les choses pour se satisfaire. Nous devons faire les choses pour rencontrer justement la volonté du peuple souverain, parce que c'est son combat que nous menons ici. Ce n'est pas le combat de Blanchard Mongomba, ce n'est pas non plus le combat d'Adolphe Mozito ou de qui sais-je, mais c'est plutôt le combat de notre peuple. Voilà pourquoi, avant de prendre position, il faut savoir ce que pense notre peuple. Et ici, moi, je sais que notre peuple n'a pas encore pardonné M. Jean-Marc Kabound. Notre peuple n'a pas encore considéré, ne considère pas que Jean-Marc Kabound doit faire partie de ceux qui doivent bénéficier de sa sympathie. Jean-Marc Kabound, je pense qu'il doit mériter ou il mérite le même sort que ceux-là qu'il est en train d'accuser aujourd'hui. Voilà pourquoi, se sentant menacé, parce qu'il connaît la vérité de ce qu'ils ont fait, ils ont préparé une plainte pour le descendre. Et ça, je pense que c'est des bonnes guerres de leur côté. Nous, en tant que résistants, nous, en tant que ceux qui regardent les choses en face, nous voyons comment ils sont en train de gâter la chose publique, de gâter, en tout cas, le combat, la lutte de notre peuple. Nous ne devons pas nous distraire, nous ne devons pas rester, en tout cas, séduire par ces dires, mais plutôt rester vigilants, parce que effectivement, il y a une possibilité qu'il soit dans un jeu pour pouvoir infiltrer la résistance et l'opposition de manière à garder les deux pôles du pouvoir jusqu'à la fin. N'oubliez pas que Jean-Marc Kabound lui-même avait dit que l'UDPS restera au pouvoir jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Cela veut dire qu'ils peuvent être dans une stratégie de garder les deux pôles, du côté du pouvoir et du côté de l'opposition. Lorsque, en 2023, M. Tshilombo va perdre le contrôle, que un autre enfant de l'IDPS reprenne ou prend place de manière à contrôler toujours le pouvoir au niveau de l'État, au niveau des institutions. Or, nous avions tous vu que l'héritage de Etienne Tshisekedi, l'héritage de l'UDPS n'a rien donné à la République. Ils ont démontré leur incapacité justement à gérer la chose publique, d'où la nécessité de nous ériger en barrière contre tout l'héritage de M. Tshisekedi, tout l'héritage de l'UDPS pour placer d'autres dignes fils de la République à la tête de manière à conduire la chose publique avec dextérité. Merci beaucoup, Maître Blanchard Mongomba. Je rappelle ici que vous êtes le secrétaire général
de Nouvel-Élan, parti cher à Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre. Donc vous êtes de la Mouka, vous êtes la Mouka. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous. Vous étiez là, nombreux à nous suivre. Nous étions d'ailleurs en direct sur YouTube. Merci de votre participation, merci de votre fidélité. On va vous retrouver demain à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Demain, nous allons recevoir les coordonnateurs des communicateurs de l'Union Sacrée, Donald Kabasele. Et de l'autre côté, bon, le deuxième invité, vous allez le découvrir. Maître Manchar Momba, merci pour la disponibilité. Merci beaucoup, cher Guélor. Mes sincères félicitations à toute l'équipe de la RTVS 1. Je sens que le travail, de plus en plus, est en train de prendre d'autres proportions, d'autres dimensions. Donc, nous ne pouvons que vous encourager. Merci beaucoup. Voilà, retrouvons-nous demain, comme j'ai dit un peu, à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. À minuit 10 pour, à minuit 10 pour la rediffusion, allais-je dire.